Le zombie, c'est un mot valise entre smartphone et zombie pour désigner ces piétons qui sont si absorbés par leurs écrans qu'ils ne remarquent plus ce qui les entoure. Aujourd'hui, notre rapport à la ville est interfacé par l'écran. Notre écran, pour la majorité d'entre nous, est notre porte d'entrée dans l'espace urbain. La majorité de nos activités qui autrefois se réalisaient dans la ville, donc des activités socio-urbaines, se rencontrer, se divertir, travailler, se cultiver, se nourrir, toutes ces activités-là, eh bien, de plus en plus se réalisent dans l'écran d'un appartement depuis son écran. Le monde devient un écran. C'est là où on se rend compte vraiment que l'écran est anti-urbain. Face à cette ville écran, face à cette ville livrée à domicile, comment on arrive à recréer un contre-récit et comment on arrive aussi à utiliser ces technologies, mais dans ce nouveau récit. Parce que ce récit n'a pas le monopole du numérique, de la technologie, de l'intelligence artificielle. Écoute, je sais qu'entre vous, c'est le grand amour. Ou... laisse tomber. Mais dans 2 minutes, elle va devenir une zombie. Pas un vélociraptor. Et c'est ce qu'on peut faire de mieux. Si tu l'aimes un tant soit peu, tu dois lui en mettre une en pleine tête et l'empêcher de devenir un monstre sanguinaire. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Ouh, salut les zombies, c'est Mick Lévy dans Trench Tech avec Cyril Chaudoir. Salut, mais dis donc, t'as dit salut les zombies, tu t'es trompé de plateau là, non ? Alors écoute, pour préparer cet épisode, je me suis tapé un nombre d'extraits de films de zombies, t'imagines même pas. Et en plus, je t'avoue que c'est pas du tout mon genre, les films de zombies. Ouais, ok, bon. Et là, c'était quoi alors ? Retour à Zombieland, bien sûr, un classique du genre, semble-t-il. Ah, super. Alors rassure-moi, tu t'es pas transformé en zombie à force d'en regarder parce que ta voix elle est pas au top aujourd'hui. Ouais, alors j'avoue, en zombie, non, je crois pas. La voix, c'est les restes de la fête d'hier. Je vais me remettre peu à peu, ça va chauffer. Je m'en suis pas encore bien remis quand même. Par contre, la mutation en zombie, c'est pas impossible qu'elle soit déjà bien lancée. Et fais pas ton malinou, mon Cyril, parce que peut-être que la tienne s'est peut-être bien lancée aussi. Moi ? Ah mais certainement pas, non ? N'as-tu jamais pesté contre une personne qui marchait à 2 à l'heure, juste devant toi, dans la rue, parce qu'elle avait les yeux rivés sur son smartphone ? N'as-tu toi-même jamais failli renverser une mamie sur le trottoir alors que tu étais en train de taper un texto ? Ne t'es-tu jamais senti seul à scroller sur Insta alors que tout le monde autour de toi, dans le tram nantais, le faisait aussi ? Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Ok, je comprends mieux. Et en plus, maintenant tu cites l'évangile, quoi. Ah oui, il faut bien poser le débat quand même. Et puis, c'est à la hauteur de l'enjeu. Alors voilà, vous l'avez compris, mes frères et mes sœurs, on va parler de l'envahissement des zombies. Un mot valise qui désigne smartphone et zombie et qui veut représenter l'omniprésence des écrans dans nos vies et dans nos villes. Et pour en parler, comme d'hab, on vous a dénoncé... On vous a pas dénoncé, non. On vous a déniché l'expert intersidéral de la question, Hubert Béroche. Salut Hubert. Salut Nick. Comment vas-tu Hubert ? Très bien, et toi ? Eh ben écoute, ça va bien. Oui, on va tuer le suspense tout de suite. Je pense qu'on peut se tutoyer d'emblée, hein. Sans problème, avec plaisir. Bon, génial. Alors je vais faire rapidement les présentations. Tu as fondé le concept d'intelligence artificielle urbaine et tu diriges aujourd'hui Urban AI, une organisation internationale dédiée à ce sujet. Tu es aussi donc l'auteur de Zombies, la ville à l'épreuve des écrans, dans lequel tu explores comment les technologies numériques transforment notre rapport à la ville. Enfin, tu enseignes l'IA urbaine à Sorbonne Université et tu es consultant pour l'OCDE en IA urbaine. J'ai tout bon ? C'est ça, exactement. Bon, génial. Alors écoute, j'espère que tu es prêt. On va voir ensemble, les zombies arrivent en ville, qu'est-ce que ça va nous donner ? On va aussi voir quelle place on va pouvoir imaginer pour les écrans dans nos villes du futur. Et puis bien sûr, on retrouvera une petite chronique, en l'occurrence Sandrine Charpentier avec Elles font la tech. Allez, c'est parti pour le grand entretien quand les zombies arrivent en ville. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors moi, les films de zombies, c'est
pas trop mon truc. Je me souviens d'un film, Une nuit en enfer, quand même un mix de, je crois, Rodriguez et Tarantino. Mais c'est pas trop ma came. En revanche, c'est vrai que Smombies, tel que tu le décris, ça me parle davantage parce que qui n'a jamais été exposé à ces visages rétro-éclairés, penchés, la nuque en avant sur leur téléphone mobile, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient dans le tram, dans le métro, qu'ils soient même au restaurant. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est d'ailleurs cette image qui illustre la une du livre de Hubert. Donc, on est bien dedans. Moi, j'ai surtout en mémoire ce jeune couple qui dînait à côté de moi et qui n'avait rien à se dire et qui était chacun sur son téléphone, et je les soupçonnais d'être l'un et l'autre sur Tinder en train de choisir une prochaine date. C'est assez flippant. Donc, les Smombies, il va falloir quand même nous aider à définir ça, Hubert, puisque c'est le titre que tu as choisi. C'est quoi exactement ta définition du Smombie ? Alors, le Smombie, comme le disait Mick, c'est un mot valise entre smartphone et zombie pour désigner ces piétons qui sont si absorbés par leurs écrans qu'ils ne remarquent plus ce qui les entoure. Dans le livre, je définis ce concept avec 2 composantes. Le premier, qui est assez important à avoir en tête, c'est l'idée qu'en fait, on a les yeux sur l'écran. Et ça a l'air de rien, mais vous avez dans l'histoire de la pensée urbaine une urbaniste, Jane Jacobs, vraiment urbaniste fondamentale, qui en 1961 publie un livre fondateur, la vie et la mort des grandes villes américaines, et elle commence ce livre fondateur de l'urbanisme moderne avec un chapitre dédié à ce qu'elle appelle les yeux sur la ville, les yeux sur la rue, eyes on the street. Et elle dit qu'en fait, ce sont ces yeux sur la ville, ces yeux sur la rue qui fondent vraiment l'urbanité d'une ville. Et donc, si vous voulez, il y a déjà ce glissement fondamental de ces yeux sur la rue, décrit par Jane Jacobs, qui semblait à son époque, en 1961, normal. Il y a quelques années plus tard, on s'en souvient, Hitchcock qui fait Fenêtre sur cour, et tout Fenêtre sur cour, c'est ça en fait, c'est les yeux sur la rue, c'est l'histoire d'un homme qui a les yeux sur le bâtiment d'en face, et donc c'est ce basculement fondamental des yeux sur la rue vers les yeux sur l'écran. Ça, c'est peut-être la première composante du Smombie, et peut-être qu'on en parlera. En fait, ce basculement, il annonce des transformations urbaines, politiques, sociales majeures. Et la deuxième chose assez importante, c'est qu'en fait, ce Smombie, c'est la résultante d'un système, c'est-à-dire d'un réseau d'acteurs, notamment des acteurs du numérique, qui ont un intérêt à capter et marchander notre attention. Et donc, ce Smombie, c'est pas une figure singulière, individuelle, c'est plutôt la résultante, la réussite d'un système économique qui capte et marchande notre attention. Donc le Smombie, c'est un peu plus une communauté, une tribu, c'est une nouvelle façon d'être plus qu'une singularité, tu dis. Est-ce qu'il y a plusieurs types de Smombie, justement ? Est-ce qu'il y a une cartographie, une typologie ? Alors, c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Et en effet, c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse au sujet, en fait, on se rend compte qu'il y a différentes Smombies. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents usages de l'écran. Et c'est ça qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, et peut-être qu'on va en discuter, il y a des usages qui sont très passifs de l'écran, et il y a d'autres usages qui sont plus intentionnels. Et en un sens, moi quand même, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est plutôt ces usages passifs, c'est-à-dire quand on se fait capter, quand on se fait littéralement aspirer, hypnotiser, par ces écrans-là, par différents mécanismes cognitifs qui vraiment nous rendent absents du présent, de notre environnement, et absents à notre environnement urbain notamment. Oui, ça c'est une chose qu'on a abordée de temps en temps dans le podcast avec que ce soit Serge Tisseron sur les aspects psychologiques, qu'on a pu aborder également avec Luc de Brabander plus récemment dans la saison, etc. Simplement, quand on constate au bout de quelques années qu'effectivement on est tous happés par nos écrans, bon ça, ok, et il y a des conséquences qu'on va peut-être évoquer sur notre santé physique, sur notre santé mentale, des conséquences sur le lien social. Bon. Quel rapport en fait avec la ville ? C'est ça la question qui nous mène à toi. Quel lien tu fais entre la ville et justement cette déconnexion sociale parce que trop connecté à son écran ? Alors en effet, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que cette figure du Smombie, et en fait par extension cette technologie qu'est l'écran, elle est absolument pas neutre sur notre vivre ensemble. C'est-à-dire que elle induit des usages, elle induit des perceptions de la ville qui en fait transforment en retour l'esthétique de la ville. C'est-à-dire que du fait qu'on a de plus en plus de Smombie et qu'on médiatise notre rapport à la ville par les écrans, eh bien ces villes réagissent en retour à ces nouveaux habitants.
Et c'est vraiment ça que je dis dans le livre. En fait, il faut considérer ces zombies comme des nouveaux habitants qui produisent de nouvelles villes. Juste, attends, pardon, je t'interromps. Quand tu dis, quand on médiatise notre rapport à la ville à travers l'écran, tu parles de quoi ? C'est les lieux instagrammables ? C'est ça, médiatiser la ville à travers notre écran ? Ou comment il faut le comprendre ? Absolument, c'est les lieux instagrammables, c'est le fait que pour se repérer dans l'espace, on va utiliser Google Maps, c'est le fait que pour utiliser des systèmes de VTC ou pour se transporter, on va utiliser notre smartphone pour avoir accès à des applications, pour avoir accès à Uber, pour avoir accès à Bolt, c'est le fait que pour se rencontrer, on va se coordonner par message. En fait, aujourd'hui, notre rapport à la ville est interfacé par l'écran. Notre écran, pour la majorité d'entre nous, est notre porte d'entrée dans l'espace urbain, ce qui a des conséquences immense en fait sur la manière dont nous on vit et habite la ville, dont on se relie aux autres et aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, dont la ville et dont les villes se construisent, s'édifient, se développent. Alors justement, Hubert, toi, tu as fait un tour du monde pour étudier certaines villes et leur rapport à l'IA, la manière dont elles injectent de l'IA, la manière dont elles sont exposées aussi aux écrans. Quelles sont les villes qui t'ont les plus marqué durant ce tour du monde ? Ouais, alors c'est un tour du monde en effet que j'avais fait il y a 6 ans, juste avant le Covid, qui avait été parrainé, je le dis parce que je sais que vous l'avez reçu, par Cédric Villani notamment, également Carlos Moreno, et qui s'était fait avec le financement donc de plusieurs industriels français. Et mon objectif, c'était d'aller sur le terrain, il y a 6 ans, comprendre comment l'IA est en train de transformer la ville. Et donc, j'étais allé à Boston, New York, San Francisco, Tokyo, Copenhague, donc voilà, une douzaine de villes internationales. Et pour répondre à ta question, ce qui m'avait marqué véritablement, plus qu'une ville en particulier, en fait, c'était 2 éléments, 2 tendances. Un, le fait qu'il y a une prolifération, une massification des IA. Ça, c'était vraiment mon premier constat, c'est-à-dire qu'avant, on va dire dans les années 2010, 2012, ça coûtait cher de faire de l'IA. Donc, on voyait ça dans ce qu'on appelle des projets de Smart City. Et la deuxième chose qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, ces IA qu'on voit arriver en ville, ce sont des IA qui sont radicalement différentes des autres IA qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, qu'on voit sur des sites de streaming ou même qu'on voit dans des usines de tri de colis. Alors là, il faut que tu expliques parce que le commun des habitants d'une ville ne se rend pas compte qu'il y a de l'IA dans la ville et qu'il y a de l'IA qui régit plein de choses de la ville au quotidien. À quoi tu penses quand tu dis qu'il y a des IA qui viennent partout en ville maintenant ? Et déjà il y a 6 ans. Alors, par exemple, ça peut être pour optimiser le trafic. Ça peut être pour optimiser la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un parc immobilier. Ça peut être aussi sur Waze, tout simplement, hein, quand vous utilisez Waze et que donc on va recommander certaines routes plutôt que d'autres. Ça va être aussi sur Instagram, évidemment, lorsque vous allez vous médiatiser votre rapport à certains lieux. Donc en fait, il y a différents acteurs institutionnels, villes, acteurs du numérique, citoyens aussi parfois, qui vont de plus en plus utiliser cette technologie pour parfois des usages qui peuvent même être opposés. Je donne un exemple très très concret là-dessus. Vous avez par exemple en Chine notamment, mais pas que, l'utilisation de reconnaissance d'images pour reconnaître des individus de manière individualisée. Ouais. Et vous avez une start-up qui s'appelle Capable Design qui a inventé des vêtements anti-reconnaissance faciale. Donc quand vous les portez, ça brouille les systèmes de computer vision. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 IA qui s'affrontent dans l'espace public en fait. Il faut rappeler, je pense que beaucoup de nos auditeurs le savent, mais donc il y a cette notion de social score en Chine et qui est notamment nourrie par les intelligences artificielles et par le computer vision dont tu parles. Là, on est dans un exemple emblématique, je dirais, d'une ville qui va ouvrir ou fermer ses portes en fonction de l'individu et en fonction justement de ce que les algorithmes vont dire de lui, voire prédire. Donc là, c'est typiquement, je dirais, un exemple de la ville qui utilise la technologie et l'IA en particulier pour reconfigurer, je dirais, le rapport du citoyen à la ville. Mais tu nous as évoqué juste avant le citoyen qui lui-même utilise des outils, que ce soit Waze ou que ce soit Instagram, etc. Quelle est la part finalement entre la digitalisation, la technologisation, je ne sais pas trop comment le dire, de la ville versus la part du citoyen? Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question. Si on part du principe que les... Qu'est-ce qui est voulu et déployé comme IA par la ville et qu'est-ce qui fait que c'est les usages des citoyens qui viennent avec parce qu'ils ont leur smartphone et les usages que tu rappelais qui fait que la ville aussi par extension devient plus IA. 2 types d'acteurs qui utilisent l'IA pour transformer le rapport de l'un à l'autre. Alors, c'est une très bonne remarque parce que je m'étais en effet rendu compte pendant mon tour du monde qu'il y a souvent un décalage
entre des gros projets de Smart City institutionnels voulus et les vrais usages, finalement, des citoyens. Et c'est ça l'un des gros problèmes dans la manière dont on fait la technologie urbaine et dont s'est faite la Smart City pendant 10 ans, c'est qu'on a voulu imposer des énormes projets avec une énorme intensité capitalistique auprès de citoyens, d'usagers qui, littéralement, n'en voulaient pas, pour plein de raisons différentes, parce que il y avait des problèmes de vie privée, parce qu'il y avait des problèmes de discrimination, parce qu'on estimait que les investissements devaient pas être faits dans les technologies, mais dans d'autres priorités fondamentales sur la sécurité. Et donc, partout dans le monde, littéralement partout dans le monde, à Toronto, à Los Angeles, en Inde, en Chine, en Corée du Sud, on a vu des projets de Smart City s'effondrer, ne pas réussir. Et c'est vraiment sur la base de cet échec que je me suis dit, là, il y a quelque chose, en fait, à renouveler sur notre approche de la technologie urbaine et de l'intelligence artificielle urbaine. Est-ce qu'il y a une ville qui t'a semblé iconique dans son rapport à l'écran, peut-être dans son omniprésence à l'écran ou dans son déploiement d'une Smart City voulue, pour reprendre le distinguo que mettait Cyril avant? Alors, une ville iconique, en effet, pour moi, ça a été Séoul, puisqu'en fait, c'est vraiment ce qui a déclenché cet intérêt pour le SMOBI. Donc, pendant le Tour du monde, l'une des points d'étape était Séoul. Et à Séoul, le taux de pénétration du smartphone est proche de 90%. Il se trouve que lorsque moi-même j'étais à Séoul, en fait, j'avais pas de réseau international, donc j'avais pas de connectivité, j'utilisais pas mon smartphone. Et là, j'étais contraint, en un sens qui était plutôt positif, d'observer mon environnement, d'avoir vraiment un regard très actif, les yeux sur la rue constamment. Et ce qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est vraiment de voir partout autour de moi, partout dans le métro, dans la rue, des SMOBI, c'est-à-dire des Séoulites qui avaient toujours les yeux sur leurs écrans, et donc de ne jamais pouvoir capter un regard. Ce qui vraiment, en termes d'expérience urbaine, individuelle de l'espace public, et social, et social en fait, même s'il n'y a pas d'interaction, juste ces yeux que Georges Simmel décrivait comme une force de synthèse civilisationnelle, et ben lorsqu'ils disparaissent, ça donne vraiment quelque chose d'assez très particulier comme expérience de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on a une telle fascination pour l'écran ? Moi, je le vois sur mes enfants et on le voit au plus jeune âge, et on en a parlé ici d'ailleurs plusieurs fois. Et nous-mêmes, il y a une forme de fascination pour cette lumière finalement qui nous est amenée par l'écran. Est-ce que c'est vraiment l'écran en lui-même, la lumière ? D'autres disent ben non, en fait, c'est les informations qu'il contient. Le smartphone est un médium à l'accès à l'information, à l'accès aux autres, à l'ubiquité aussi, puisque on peut vivre à un endroit et en même temps échanger avec quelqu'un qui est carrément ailleurs, ou faire une visio. Tu vois, entre nous, on est à peut-être 1 millier de kilomètres de distance. Elle vient d'où cette fascination des écrans ? On le sait ? Alors, il y a peut-être 2 réponses. Il y a une réponse qui est économique, et c'est intéressant parce que dès les années 60-70, en fait, des chercheurs, des scientifiques décrivaient l'écran comme une technologie, je les cite, ennuyeuse et insipide. Et donc, ils disaient, en fait, cette technologie... elle est pas c'était l'époque des écrans verts où tu n'avais qu'une seule couleur qui était verte qui s'affichait sur un écran noir en fait. Où tu jouais à Snake. C'est ça, où tu jouais à Snake au mieux quoi. C'était l'époque des premiers écrans d'ordinateur quoi. Quand vraiment on voit cette technologie arriver et on se dit en fait cette technologie est assez contre-intuitive finalement. C'est sûr elle va disparaître. Et vous avez un autre scientifique célèbre, Mark Weiser, qui était directeur scientifique de Xerox, qui pareil écrit un article reconnu l'ordinateur du 21e siècle, dans lequel il dit l'ordinateur du 21e siècle n'aura pas d'écran. Et au 21e siècle, on n'aura pas d'écran. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui est focale, qui est attentionnelle, et donc elle nous isole les uns des autres. Et donc, on voit comme ça vraiment plein de chercheurs, scientifiques, entrepreneurs, designers, qui, dans la seconde moitié du 20e siècle, annoncent la fin des écrans. Et pourtant, 50 ans plus tard, on a toujours les écrans qui, comme tu le dis, sont ubiquitaires, sont de plus en plus nombreux, et ont un impact de plus en plus monopolistique sur nos vies. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, des acteurs extrêmement puissants ont aujourd'hui un intérêt extrêmement puissant à ce qu'on utilise nos écrans. C'est-à-dire ces acteurs de l'économie. Le capitalisme de l'attention. Exactement. Ouais. C'est ça. Mais alors justement, la question qui tue peut-être Hubert, tu viens de le prononcer. Des écrans qui nous isolent les uns des autres. La ville, dans ville, il y a vie, en quelque sorte, il y a vivre ensemble, et ça nous isole. On recevait il n'y a pas très longtemps Grégoire Inzelin qui nous disait que le soir, quand il promène son chien, il est très surpris de voir les gens qui ont donc le nez sur le téléphone, et puis surtout qui descendent chercher le Uber Eats ou le Deliveroo, et puis qui remontent, et ils ont déjà l'oreillette, ils sont déjà en train de parler à autre chose, ou à quelqu'un d'autre, ou à une IA peut-être. Ça nous isole. Donc le concept même de la ville convoque l'idée du collectif, du vivre ensemble, je viens de le dire, et pour autant, on n'a jamais été aussi seul
dans la ville, il y a un rapport de la Fondation de France de 2024 qui dit qu'il y a quasiment un quart des Français, et qui sont essentiellement dans les grandes villes, qui se sentent d'une solitude à pleurer, et ils pointent du doigt, il n'y a pas que l'écran évidemment, mais l'écran et le digital en est pour une grande part responsable. Donc si on prend une réflexion un peu un peu provoque, c'est à quoi ça sert encore de vivre en ville si c'est pour vivre tout seul chez soi ? Absolument. Alors c'est vraiment l'un des sujets fondamentaux d'ailleurs traités dans le livre. C'est le fait qu'on a aujourd'hui ce que j'appelle des villes écrans. Et les villes écrans, c'est le fait que la majorité de nos activités qui aujourd'hui autrefois se réalisaient dans la ville, donc des activités socio-urbaines, se rencontrer, se divertir, travailler, se cultiver, se nourrir, toutes ces activités-là, eh bien de plus en plus se réalisent dans l'écran d'un appartement depuis son écran. Et donc, on a en fait des acteurs économiques qui réorganisent la ville pour pouvoir permettre d'acheminer la vie, comme tu le dis, la ville à domicile. Et donc ça pose des questions vertigineuses d'un point de vue immobilier, mais aussi d'un point de vue social, et comme tu le décris, absolument d'un point de vue de santé mentale. Et donc, toute la question, c'est face à cette ville écran, face à cette ville livrée à domicile, comment on arrive à recréer un contre-récit et comment on arrive aussi à utiliser ces technologies, mais dans ce nouveau récit. Parce que ce récit n'a pas le monopole du numérique, de la technologie, de l'intelligence artificielle. Et je voudrais juste, citer Alain Damasio, auteur que chacun connaît peut-être, auteur de science-fiction, et qui disait il y a quelque temps dans Le Monde que lui, justement, cette assignation à résidence, entre guillemets, à travers l'écran, qu'elle soit volontaire ou en tout cas inconsciente, comme on est en train de la décrire ici, où lui s'appuyait surtout sur le post-Covid et le fait que le télétravail est exposé, etc. Il dit, plus les corps sont assignés chez eux ou au bureau, moins il y a de circulation concrète et plus les pouvoirs ont la faculté de nous suivre et de nous contrôler. Alors sans verser dans le conspirationnisme, peut-être qu'effectivement ça sert quand même un certain nombre d'intérêts, le fait qu'on soit de plus en plus isolé, chacun chez soi, le moins mobile possible, parce que pendant ce temps, les pouvoirs peuvent s'installer sans nous. Qu'est-ce que t'en penses ? Il y a ton côté complotiste qui ressort quand même. Voilà, et je t'emmerde. C'est une très belle remarque. Sans aller en effet sur le côté politique, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue économique, cette architecture de la ville, elle sert des acteurs qui sont ces acteurs du numérique, puisqu'en fait, à mesure qu'on interface cette vie par leur plateforme, donc concrètement qu'on va utiliser Netflix pour se divertir, qu'on va utiliser Amazon pour se faire livrer des produits, qu'on va utiliser Uber Eats pour se faire livrer à domicile, qu'on va utiliser Meta pour vivre une interaction sociale depuis chez soi. Et en fait, ce sont ces acteurs-là qui créent de la valeur économique, financière, et donc qui s'enrichissent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en fait, ils en ont conscience et que certains d'entre eux font un marketing orienté pour nous inciter à décommander. Il n'y a pas si longtemps, vous savez, il y avait cette pub de Uber Eats qui nous disait c'est cool de décommander, c'est cool de rester chez soi. Vous voyez, ils font émerger ce récit-là. Meta nous dit pareil en un sens, c'est de plus en plus dangereux, risqué de sortir de chez soi. Et donc, plutôt que de vous faire sortir de chez vous, on vous ramène la vie à domicile, la ville à domicile. Vous voyez que la question, face à ce récit qui nous est proposé, c'est comment on arrive en fait à de nouveau sortir de chez soi en un sens et ne pas être assigné à domicile, absolument. Est-ce que c'était pas un peu pareil ? Je fais un tout petit regard sur le passé. On a beaucoup vu passer à un moment donné sur les réseaux sociaux, tu sais, cette image où on voit tout le monde dans le métro river les yeux sur son smartphone et puis une image en noir et blanc qui nous évoque, allez, je pense c'est les années 50, 60 peut-être. Tout le monde dans le métro river les yeux dans son journal. Est-ce que c'était pas pareil avant finalement ? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question et en fait, il y a peut-être deux choses qu'on pourrait dire sur cette question. La première, c'est que si on s'intéresse uniquement, on va dire, au contenu, on pourrait dire, dans les deux cas, on a deux médiums qui affichent du contenu. Donc, en fait, pas de changement. Et qui isolent. Et qui C'est-à-dire, quand tu avais le journal devant toi, en plus, c'était des grands journaux, tu vois, ça t'isole encore plus. Ça créerait véritablement un écran, si j'ose dire, devant toi. Absolument. Et alors, il y a quand même un penseur, McLuhan, qui vous disait le médium et le message. C'est assez intéressant. Il vous disait plutôt que de regarder le contenu, c'est toujours le médium qui est important. Et donc déjà, rien qu'en nous disant ça, on se dit, il y a une différence en fait évidente entre le journal et l'écran. Certes, dans les deux cas, on a des messages, mais le médium est radicalement différent. Et peut-être ce qui est fondamental, c'est, je dirais, la capacité de rétention
des smartphones et des écrans. En fait, elle est là la différence fondamentale avec le journal, c'est leur puissance à capter notre attention. Et ils sont si performants que justement, on en devient des zombies. C'est-à-dire qu'on est incapable de lâcher du regard ces écrans. Et donc, cette force vraiment de rétention, de captation, elle est inégalée, elle est inédite et elle fait qu'aujourd'hui, on est proche d'avoir vraiment ce qu'on pourrait appeler une addiction aux écrans. Et en complément des écrans, en 3 secondes, qui nous isolent encore plus, c'est juste une réflexion et une citation. Attention. Les oreillettes et les casques, parce que tu as le nez dans ton écran, mais tu as aussi le casque qui t'isole encore plus. Et j'ai envie de citer Orelsan, est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard? Et bien sur ces bons mots, c'est l'heure de retrouver Sandrine avec sa chronique Elles font la tech. Elle. Comment passe-t-on de pionnière des télécoms à mentor de la tech au féminin? Pour répondre à cette question, je reçois Angélique Gérard, figure incontournable du monde du numérique. Présidente et fondatrice de la STEM Academy, elle œuvre pour un numérique ouvert à toutes et à tous et vient de lancer l'initiative Women in STEM Europe pour l'inclusion des femmes dans la tech. Son parcours inspirant nous montre que tout est possible. Très jeune, elle prend des responsabilités importantes et devient cofondatrice du groupe Iliad, où elle passe plus de 20 ans au COMEX aux côtés de Xavier Niel. C'est là qu'elle tombe dans la marmite du digital et qu'elle y façonne son expérience d'intrapreneur en participant au développement de Free, avec la création de 9 filiales. Femme de conviction et figure inspirante, Angélique Gérard prouve que tout est possible et que la tech a tout à gagner en misant sur l'inclusion et le partage des compétences. Bonjour Angélique, ravie de te recevoir. Bonjour Sandrine, merci de ton invitation. Alors tu connais bien le monde de la tech, qu'est-ce qui te passionne dans ce monde aujourd'hui? Alors ce qui me passionne en fait, c'est que tout reste à inventer dans la tech. La tech, c'est un terrain de jeu infini pour celles et ceux qui n'ont pas peur de casser les codes. C'est un peu un laboratoire d'avenir et un levier aussi, je pense, de transformation massive pour les entreprises, la société, la planète. Et puis ce qui m'enthousiasme, c'est que la tech, en fait, ça devient une affaire de société. On parle plus seulement de solutions techniques, on parle d'éthique, on parle de durabilité, on parle d'inclusion, bref, on parle d'humain. Et en parlant d'humain, tu as co-créé récemment la société à mission Women in STEM Europe pour valoriser justement les métiers de la tech auprès des femmes et des étudiantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors notre mission, c'est de rendre les femmes visibles, légitimes, fières dans les sciences et la tech. Et c'est de les rendre maintenant et pas dans 10 ans. Avec Léna, on s'est dit que ça suffisait en fait d'attendre une génération spontanée de vocation, qu'il fallait créer un mouvement structurant, ambitieux, européen. Donc Women in STEM Europe, en fait, c'est une alliance de talents, de rôles modèles, d'universités, d'entreprises qui croient à une tech mixte. L'idée, c'est de faire des ponts entre les jeunes filles, les métiers d'avenir, et puis de faire tomber en fait les murs d'autocensure. Et puis voilà, on pousse une nouvelle culture de l'inclusion plus moderne, plus audacieuse, qui va contribuer aussi à la compétitivité de notre pays. Et justement, toi, avec le parcours riche que tu as et en tant que femme leader dans ce monde du numérique, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux et celles qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut pas demander la permission, il faut prendre sa place, même si elle dérange. Et s'il n'y a pas de chaise pour vous, eh bien, apportez votre tabouret. Donc, moi, je dis très souvent qu'il faut arrêter de vouloir briser, casser le plafond de verre. On s'épuise à ça. Il faut arriver avec ses codes. Voilà, il faut construire l'escalier à côté qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et parfois, il faut être un peu désobéissant aussi. Parce qu'au fond, la vraie révolution, c'est pas d'entrer dans la tech, c'est d'y rester, d'y réussir et de tendre la main à celles qui arrivent. Merci beaucoup Angélique pour ces échanges passionnants et pour rejoindre comme moi le collectif des Women in STEM Europe, c'est sur LinkedIn et Instagram et on va vous partager le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt Angélique. À bientôt Sandrine. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Elles font la tech,
pour moi, c'est une chronique d'utilité publique. Sandrine, ça fait plaisir d'avoir cette chronique. Merci de nous la proposer. Ah oui. Et je suis content de retrouver Angélique, que je connais très bien, à qui je fais la bise par ailleurs. Ah bah ça Donc, y est, on fait des bises comme ça. On en chronique profite, écoute, interposée. quand on peut se dire Ok. bonjour. Moi j'envoie une petite bise à Delphine cool. Rémy Boutan, qui a été notre toute première C'est invitée vrai, sur le sujet de la rappelons-le. place des femmes dans la tech. Delphine, on t'embrasse. Au tout premier épisode de Trench Tech, on avait démarré sur ce sujet vraiment essentiel. C'est le effectivement. cercle des anciens combattants là où on peut enchaîner. C'est bon, on y va. Bon, ça va, c'est ancien combattant de 4 saisons, ça va quand même. Bon, alors Hubert, revenons à nos moutons de la ville. Tu nous as dressé donc ce portrait des Smombies. On comprend que tout ça est en train d'avoir de plus en plus d'effets, non seulement sur chaque habitant, mais finalement sur la ville, sur l'urbanité telle que tu l'appelais. On va maintenant étudier ensemble quels sont les scénarios qui vont être possibles dans le futur, où vont aller nos villes, quel va être le futur des villes. Alors déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que le phénomène de Smombies est finalement inéluctable ? Est-ce que les villes pourraient interdire l'usage des smartphones dans l'espace public, comme c'est interdit parfois dans les écoles ? Qu'est-ce que les villes peuvent faire finalement pour réorganiser et reprendre en main l'espace urbain social ? Ouais, alors, en effet, la première chose peut-être à faire, c'est d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, ça active la deuxième démarche, qui est de dire quelle ville on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de faire une ville Smombie, un urbanisme pour l'écran, qui épouse la netteté de l'écran, à la Séoul, par exemple, où en effet, il y a des feux rouges qui ont été installés au sol pour permettre aux Smombies de ne pas avoir Mais non. les yeux de son écran et être averti quand une voiture passe. Incroyable. Ah non, mais ça c'est. Voilà, Cela dit, c'est de la sécurité, mais quand même, ça va loin. Donc, est-ce qu'on a envie de faire la ville pour le Smombie, pour l'écran ? Et ça va être la direction, et c'est la direction qui est prise par plusieurs villes du monde. Ou est-ce qu'on a envie de faire de la ville un espace de déconnexion, ou en tout cas un espace qui réduit autant que possible la place du Smombie et des écrans dans l'espace public ? Et qu'est-ce que peuvent faire les villes là-dessus ? Elles peuvent avoir un moyen, parce que tu nous l'as dit finalement, la place des écrans, elle est avant tout amenée par les habitants, par le fait que chacun de nous utilisons un smartphone, sans que ça fasse partie du grand programme de la Smart City, ce que tu nous disais en intro. Donc, qu'est-ce que peut faire la ville finalement ? Est-ce que c'est maîtrisable ? Alors, juste là-dessus, parce que c'est quand même important, ça, déjà, c'est un sujet qui est politique et dont il faut débattre collectivement. Il faut vraiment se la poser, cette question, avec ses citoyens, avec ses administrés. Et donc, en effet, ensuite, pour les villes qui vont dire, nous, on a envie d'avoir une ville qui soit post-écran. Je l'ai fini ça comme ça dans le livre. Il y a un catalogue, en fait, de possibilités. Il y a le politique, en effet, qui va pouvoir dire, on voit la ville de Seine-et-Port, qui elle a décidé, le village de Seine-et-Port, tu le disais Cyril, qui a décidé d'interdire les écrans dans l'espace public. Alors, en réalité, c'est interdit d'interdire les écrans dans l'espace public, mais il n'en demeure pas moins que c'est très intéressant de voir un corps politique qui décide de s'emparer du sujet et qui essaye de trouver des solutions. Il y a également la possibilité de créer d'autres interfaces en fait avec l'information urbaine. Il est là l'enjeu, c'est de faire en sorte que notre interface avec la ville ne soit plus uniquement par le smartphone. Et dans le livre, je décris plusieurs manières d'y parvenir. On peut faire des interfaces sensibles, des interfaces tangibles, situées. On peut faire de la gamification urbaine. En fait, on a plein de différents leviers urbains technologiques pour matérialiser de l'information dans l'espace public, hors écran, faire sortir l'intelligence des écrans et engager le citoyen, le citadin avec l'espace public. C'est quoi une interface sensible, Hubert ? Le terme est tellement classe, je l'adore, mais il faut que tu nous le précises. Est-ce que c'est pas un oxymore déjà, une interface sensible ? C'est étonnant, ouais. C'est quoi ? Alors, le concept d'interface sensible, en fait, c'est un concept qu'on a développé chez Urban AI pour désigner des interfaces qui sont sans écran, low-tech et multisensorielles. Et en fait, il se trouve que c'est un concept qu'on a d'ailleurs expérimenté, ou en tout cas co-développé, avec des acteurs nantais, entre autres. Il y a maintenant quelques années, on a organisé un hackathon avec l'école de design de Nantes, avec la métropole de Nantes. Il y avait également la métropole Nice-Côte d'Azur, l'école de Strat, The Sustainable Design School. Et on a dit aux étudiants, vous devez matérialiser des données de ces métropoles dans l'espace public sans écran. Et c'était absolument passionnant parce qu'au début, les étudiants étaient un peu démunis en disant mais comment on peut faire sans écran ? Et ça montre, moi, ce que j'appelle dans le livre le monopole des écrans. C'est-à-dire qu'on voit tellement d'écrans que quand on dit de faire sans écran,
On ne voit pas, on est démunis, on se dit que c'est impossible. Et progressivement, il y a évidemment leur créativité, leur génie qui est venu à l'œuvre, et ils ont inventé plein d'interfaces, plein de manières. Est-ce que tu as un exemple? Ouais, donne-nous un exemple. Est-ce que tu as un exemple? Parce que Est-ce que c'est genre par exemple, il y a un totem qui compte le nombre de passages en vélo en bas du cours des 50 otages que j'emploie régulièrement à Nantes. Est-ce que c'est ça, par exemple? Eh ben ça absolument. Ça peut être une interface totalement sans écran, c'est le cas. Il y avait des étudiantes de l'école de design de Nantes qui avaient imaginé installer des bulles d'eau sur le miroir d'eau à Nantes. Et en fait, chaque bulle d'eau représentait une donnée de la Loire, donc collectée en temps réel par Nantes Métropole, disponible dans leur open data. Non. Et en plus, en fait, d'avoir cette donnée open data disponible sur nos écrans, elle proposait aussi de les mettre dans la ville avec, par exemple, une bulle d'eau avec plus ou moins d'eau selon le niveau de la Loire du jour. C'est rigolo, c'est comme de la data vise, mais vivante, entre guillemets. Parce que ce que j'entends dans ce que tu nous expliques là, c'est une forme de... On déporterait, entre guillemets, notre besoin de se renseigner ou d'interagir à travers notre écran, on le déporterait sur l'équivalent du mobilier urbain hier, mais qui serait, lui, provider d'informations, d'interactions, etc. Bon, de là à ce que ce soit exactement les mêmes interactions que celles que l'on recherche en étant le nez sur son téléphone, puisqu'on a évoqué en première séquence qu'on l'était quand même souvent de manière passive, pas uniquement pour regarder à quelle heure le tram va arriver, mais surtout pour scroller sur Insta, etc. Pas sûr de retrouver ça dans ces interfaces sensibles, puisque c'est plutôt l'espace public qui viendrait à nous pour nous communiquer des informations, encore une fois, comme le nombre de passages en vélo en bas du cours des 50 otages ou l'heure d'arrivée du tram. Quelles sont les autres initiatives que la ville, que ce soit poussée par le politique ou que ce soit poussée par les citoyens, quelles sont les autres solutions douces, à part interdire, qui peuvent exister? Moi, j'ai lu un article qui m'a fait à la fois rire et froid dans le dos dans Le Monde il n'y a pas très longtemps. Il y a désormais des organisateurs de soirées à Paris sans téléphone, où l'idée c'est d'arriver, tu passes tes 3 premiers quarts d'heure rien qu'avec toi-même à bouquiner ou à faire un truc juste pour sas de décompression, et ensuite tu parles aux autres et c'est sans téléphone. On en est là, c'est-à-dire qu'il faut en repasser par là, proposer des solutions douces de resocialisation sans téléphone, ou est-ce qu'il y a d'autres initiatives auxquelles tu penses? Alors, ça peut en faire partie. Vous vous souvenez, la définition du SMOBI, c'est 2 choses. Les yeux sur l'écran et le système. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut agir sur le SMOBI, il faut qu'on agisse sur l'un de ces 2 leviers. Vous voyez que la resocialisation hors écran, ou les interfaces sensibles, ou les interfaces tangibles, en fait, ils agissent sur quoi? Ils agissent sur les yeux sur l'écran. Et l'enjeu, c'est de ramener les yeux sur la rue. Et donc, plus on ramène ces yeux sur la rue, et plus on fait de la technologie, de la ville un médium, et plus, en fait, moins on est SMOBI. Donc, c'est ce parti pris. Donc, premier levier d'action sur ramener les yeux sur la rue, par du design sensoriel, de la gamification urbaine, de la socialisation déconnectée. Il y a plein de manières de faire. Il y a vraiment tout un catalogue, une inventivité absolument géniale à mettre à l'œuvre de ce projet. Deuxième possibilité, c'est mettre la fabrique du SMOBI au service de la fabrique de la ville. C'est-à-dire ces acteurs du numérique qui aujourd'hui ne produisent que du temps d'écran et donc font de nous des SMOBI, eh bien, il faudrait qu'on exige d'eux qu'ils soient pris dans la fabrique de la ville. Moi, je suis pas pour dire il faut faire contre ces acteurs. Ces acteurs-là, ils produisent de la valeur, ils créent de la valeur, ils créent des infrastructures, des data centers, des antennes, etc. Mais ces infrastructures, au lieu d'être muées, au lieu de nous prendre du temps urbain, eh bien, on pourrait demander à ce qu'ils s'insèrent dans la vie urbaine. Donc, il y a avec ces acteurs une urbanité à reconstruire. Ça donnerait quoi, des exemples? Ouais. Parce qu'autant le data center, on voit bien, et puis en général, il est plutôt en périphérie, ça prend de la place et de l'énergie au passage. Ce serait quoi impliquer, par exemple, un méta dans la réflexion de l'urbanisme d'une ville comme Nantes ou comme Paris, peu importe? Alors, 2 exemples peut-être concrets. Sur les data centers, en effet, aujourd'hui, principalement, ce sont des infrastructures muettes, invisibilisées. On pourrait les engager dans l'urbanité du territoire. Ça peut être récupérer leur chaleur fatale, ça se fait de plus en plus. Ça peut être aussi faire en sorte que ils développent peut-être une scénographie urbaine ou qu'ils fournissent des services urbains, des services aussi sociaux. Donc en fait, que ce ne soit pas que des infrastructures technologiques pour le SMOBI. Et on pourrait le faire de plein de manières différentes. Ça peut être des clauses incitatives dans des appels d'offres. Ça peut être aussi de la régulation contrainte en disant, si vous voulez installer vos data centers dans notre ville, ce sera à ces conditions. Il y aura une clause d'urbanisation de vos infrastructures. Mais alors, pardon, j'ai une question un peu grattante là, mais est-ce que c'est pas faire entrer le loup dans la bergerie encore plus qu'il ne l'est déjà, si on leur dit venez vous impliquer dans la politique de la ville?
En fait, même si c'est uniquement au sens urbanistique. Ils le sont déjà. Vous voyez, c'est-à-dire que l'état de fait, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de data centers dans nos villes et on en aura de plus en plus parce qu'on a un besoin croissant de proximité avec ces data centers pour plein de raisons différentes. Donc la question, c'est, ça va être un état de fait. Ces data centers vont arriver dans nos villes. Faisons en sorte qu'ils s'insèrent dans une habitabilité, dans une urbanité, dans le paysage urbain et qui participent à la fabrique de la ville. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Et puis les acteurs du numérique, eh bien peut-être qu'on pourrait aussi faire en sorte que des Waze, que des Google Maps, que des Instagram ne soient pas que des plateformes qui soient génériques, globales, mais qu'on arrive à les territorialiser, à les ancrer, qui travaillent main dans la main avec des collectivités, des métropoles. Et je sais pour sûr qu'il y a des métropoles en France qui seraient intéressées pour que ces acteurs-là se fassent le relais de certaines informations locales, territoriales. C'est déjà le cas, non? Avec Waze, il n'y a pas eu des accords entre certaines villes et Waze, à la fois pour récupérer les données de Waze pour que ça serve à mieux urbaniser la ville et faire les bons choix dans la ville, et puis à la fois pour que la ville remonte des informations à Waze et optimise le trafic en fonction des informations de la ville? Alors justement, avec Waze, c'est là où il y a en effet un point de friction. Il y a eu une volonté d'ouvrir des données de Waze. Ce qui serait intéressant, c'est en effet, dans le sens inverse, de faire en sorte que peut-être Waze, dans certains territoires, intègre mieux les contraintes de ces villes et aussi intègre mieux la régulation locale pour épouser les réglementations de ces territoires. Il y a peut-être un travail de réciprocité à aller chercher là-dessus. Ouais. Tu penses à quoi? Tu penses justement au problème des itinéraires bis qui sont proposés par Waze ou par même Google Maps et qui viennent parfois polluer davantage, que ce soit sur un plan purement sonore, des ruelles ou des villages, etc. C'est ça? C'est à ça que tu penses? Ouais, c'est absolument ça. En fait, aujourd'hui, il y a des métropoles, des collectivités qui ont des plans locaux d'urbanisme et qui plus largement font de la régulation. Pourquoi? Pour permettre l'habitabilité de ces territoires. Eh bien, il faudrait étendre en fait ces régulations, ces plans locaux d'urbanisme à ces technologies, à ces interfaces, à ces plateformes qui parfois vont à l'encontre de ces régulations. Ouais, si on se fait un petit peu l'avocat du diable, allez, on va prendre le scénario Séoul. Et on se dit, allez, Séoul, on continue cette fuite en avant des écrans, cette fuite en avant d'accepter ce phénomène des zombies, cette fuite en avant de se dire, effectivement, le smartphone est devenu notre média universel, notre médium, plutôt universel pour accéder à plein d'informations, échanger, etc., etc. C'est un état de fait et on veut même l'amplifier. Ça donnerait quoi, ce scénario-là? Et est-ce qu'il y a des villes qui sont en train d'y aller finalement? Alors, c'est une bonne question et en effet, il va y avoir des villes, vous voyez, Séoul, ça va être de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de zombies dans l'espace public, donc de plus en plus de yeux sur l'écran et peut-être même, pourquoi pas, on sait que Séoul a construit un métaverse de sa ville, donc peut-être de faire en sorte qu'il soit possible de se connecter comme ça dans une ville virtuelle. Donc, il y aura peut-être ce type de scénario-là. Moi, c'est pas forcément les scénarios que j'encourage parce que je pense qu'en fait, ça dégrade fondamentalement l'urbanité d'un territoire, sa sociabilité et en fait le politique, ce qui fait le vivre ensemble. Cyril disait au début de ce podcast que la ville, c'est la matérialisation d'un contrat social. Pour moi, quand on fait ça, on dissout ce qui fait le contrat social et le lien social sur un territoire. Alors, il n'avait pas dit avec ces mots-là. Tu l'avais pas dit comme ça, mais il le dit super bien, le mec, quand même. Hein. Si, je le dis comme ça. Ouais, t'as complètement raison. Et moi, ça me ramène. Attends, pardon, juste un instant, parce que ce que tu dis là, ça me ramène à cette expression pour le coup que tu as employée plusieurs fois au cours du podcast, qui est d'avoir les yeux sur la rue. Ouais, tu nous parlais donc j'ai oublié le nom de la personne, mais on mettra le lien dans les années 60 qui avait exprimé la première fois cette phrase. Est-ce que c'est pas du ressort justement des pouvoirs publics que de nous réintéresser entre guillemets à nos villes, que ce soit sur un plan architectural, que ce soit sur une forme de divertissement? On a parlé un peu d'information avec les interfaces sensibles tout à l'heure, mais comment nous engager à voir à nouveau un regard sur la rue? Parce que quand on est touriste, alors il y a ceux qui vont uniquement prendre une photo Instagram sans même regarder, mais tu lèves les yeux au ciel, tu regardes, tu admires un petit peu les différences et les singularités par rapport à là d'où tu viens. Comment on fait pour faire ça au quotidien dans sa propre ville? Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où, en effet, ramener les yeux sur la rue, c'est deux choses. Il y a deux manières d'y parvenir. Soit de manière éthique, c'est-à-dire de manière individuelle. Et donc là, c'est une discipline intérieure. Et donc, mais donc, on voit que c'est par définition inégalitaire.
parce que l'éthique est inégalitaire. C'est les personnes peut-être les plus favorisées, les plus aisées, qui vont pouvoir avoir une éthique des écrans, qui vont avoir cette connaissance, ce savoir, et donc de plein de manières différentes essayer de se déconnecter. Ou alors, en effet, de manière politique, publique et donc inclusive. Et ça veut dire comprendre qu'en fait, ces villes, elles sont aujourd'hui mises en concurrence avec des écrans. Voilà, c'est 2 médiums aujourd'hui. Mick disait que il y avait le journal qui est un médium. L'écran est un médium. La ville est un médium, est une technologie. Et en fait, aujourd'hui, sa capacité de rétention, d'attention perd au profit des écrans. Et donc, il faut rééquilibrer ça, rendre la ville plus attractive, plus attirant, plus engageante. Et là, il y a une exigence qui est politique, qui est collective, de le réinvestir, de comprendre que ces écrans-là, ce sont comme des micro-villes, si vous voulez, et qui attirent le regard. Et donc, il y a un enjeu comme ça, une sorte de bataille attentionnelle pour les villes à remporter face à ces écrans. Les écrans, c'est la ville dans notre poche, finalement, en quelque sorte, de ce que tu nous dis. Hubert, j'aimerais revenir sur un point qu'on a un petit peu évoqué à la précédente partie. On nous promet un futur sans écran, un futur numérique sans écran, avec de nouvelles interfaces, nourri beaucoup avec de l'IA, nourri éventuellement avec des lunettes dans lesquelles il y a un écran finalement intégré à la lunette. En tout cas, de nouveaux devices qui vont effectivement nous faire lever les yeux de l'écran. Est-ce que c'est une chimère ? Est-ce que ça risque de nous enfermer encore plus dans des nouveaux mécanismes de Smobies finalement et peut-être encore plus puissants, ou est-ce qu'on va y arriver, même si c'est un rêve que tu évoques donc depuis les années 60 pour rappeler ce que tu disais tout à l'heure? Alors, ce qui est intéressant avec ces visions, c'est qu'en effet, elles s'appellent screenless, donc elles vendent un futur sans écran, mais on regarde bien, elles rapprochent l'écran de l'œil, c'est-à-dire que ce soit par les lunettes ou que ce soit par le casque de réalité augmentée, l'écran ne disparaît pas, c'est juste qu'il est si proche de l'œil qu'en fait, le monde devient un écran. Et ce qui est intéressant avec ces technologies, c'est qu'en fait, c'est là où on se rend compte vraiment que l'écran est anti-urbain. Quand Vision Pro venait de sortir, vous avez des jeunes sur YouTube qui se sont amusés à le tester à New York. Et en fait, on se rendait compte que cette technologie n'est pas faite pour un usage dans la rue, parce qu'ils étaient toujours obligés de s'arrêter pour pas avoir d'accident, pour pas rentrer dans des personnes. Donc, là, il y avait un usage discontinu. Il faut rappeler que le Vision Pro, donc c'est un casque de réalité virtuelle d'Apple en l'occurrence, dans lequel tu vois non seulement la réalité qui est devant toi, mais en plus en surbrillance, comme sur un surécran, en transparence, tu vois toutes les informations que tu peux avoir d'un écran. Ça s'appelle de la réalité augmentée. Ça, c'est exactement. Mais donc voilà, la promesse n'était pas complètement tenue puisque tu peux pas marcher en toute sécurité et tu n'as pas une assez bonne perception de ce qu'il y a derrière le casque en réalité quand même. C'est ce que tu nous dis. Exactement. Donc en fait, la promesse est pas tenue et puis en fait, c'est pas du tout poussé pour un usage urbain. Par contre, peut-être que dans un usage privé ou même dans des usages très ciblés, peut-être en chirurgie ou peut-être en planification urbaine, elles ont un intérêt, ces technologies. Moi, mon propos, c'est de dire, dans la ville, en fait, c'est pas fait pour ça. Ça crée des accidents, ça nous déconnecte les uns des autres. Et donc, peut-être juste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'information, il faudrait plutôt la distribuer, il faudrait plutôt l'incarner, la rendre relationnelle, la rendre sensée, plutôt que d'essayer de toujours un peu plus la personnaliser et la mettre au fond de notre iris. On arrive à l'issue de ce podcast. Hubert, je me voudrais te laisser partir sans te poser cette question qui n'a absolument rien à voir avec notre sujet, voilà, mais qui ravira peut-être les amateurs de rugby. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Vincent Clerc jeune ? Malheureusement, je vois pas qui c'est. Bon, je t'enverrai une photo, mais effectivement, là, ça vient de me frapper. Voilà, c'était la minute. C'est tout oui, c'est tout. J'avais peur qu'on reparte et qu'on explose notre timing. Merci. Hyper bref. Et je pense que c'est le meilleur moment pour conclure donc cet entretien. Hubert, merci beaucoup pour tous les éléments que tu nous as livrés. Je rappelle donc ton livre aux éditions de l'Aube qui s'appelle donc Les Smobies. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Pour vous qui nous écoutez, restez bien connectés. C'est l'heure du débrief. À bientôt, Hubert. Salut, Hubert. Merci. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et donc, Mick, ce que nous dit Hubert, c'est valable aussi pour toi et aussi dans le studio. Détache les yeux du mobile et regarde pas la rue, mais les yeux sur moi. Hein, mais je ne regarde que toi, Cyril, quand on est en studio tous les deux. Bon, dis donc, on a voyagé un petit peu. On a un petit peu voyagé. Est-ce que tu te rappelles quelle est la capitale des Smobies ? Séoul, incroyable. Ouais. Avec des anecdotes qui sont quand même croustillantes parce que les feux tricolores par terre, tu sais que 61% des accidents à Séoul, il y a un téléphone mobile qui est responsable de cet accident.
en tout cas qui est engagé dans la responsabilité. C'est quand même dingue. 61%. Donc, ça se justifie. T'as la stat de Séoul là, Exactement, j'ai la stat de Séoul parce que c'est grâce à notre ami François Saltiel, puisque Hubert a été mentionné et son livre aussi dans la chronique de François sur France Culture qu'on salue. Et la stat est dans cette chronique. 61%. C'est dingue. Moi, il y a un autre truc qui m'a semblé dingue, c'est qu'un de nos tout premiers épisodes à la saison 1, on avait reçu Jacques Priol qui nous avait parlé de la Smart City. Et là, avec Hubert, on comprend quelques années plus tard que finalement, la Smart City, le concept même de Smart City, a été hacké par le phénomène que certains appelaient le Bring Your Own Device au boulot, finalement. Il le dit bien. Hein, c'est-à-dire, c'est pas les grands programmes, les grands projets de Smart City organisés par les villes qui ont rendu la ville intelligente et liée aux écrans, c'est chaque collaborateur, chaque habitant qui, la manière dont il utilise le téléphone, a rendu la ville comme un écran et devenu des small business. On est tous un petit bout de cette Smart City. Et alors, il y a un truc quand même que je retiens tout particulièrement, qui me semble important de faire infuser chacun. C'est que la ville est en concurrence avec les entreprises de la tech. Les entreprises de la tech font des applications qui nous maintiennent le nez sur notre écran parce que c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, y compris dans la ville, ce qui tend à nous isoler, alors que la ville a plein de choses à nous proposer, et pas uniquement parce que l'architecture est belle, etc. Et donc elles sont désormais en concurrence. La politique publique de la ville devient un sujet éminemment marketing. Et finalement, il faut que les villes se saisissent elles-mêmes du sujet. C'est quand même ce qu'il nous a dit. On peut faire des choses, il y a des politiques publiques pour sortir les yeux de l'écran, pour remettre les yeux sur la rue et finalement mieux habiter la ville, que chaque habitant soit plus impliqué dans le fonctionnement de la ville et dans la façon de vivre la ville. Mais complètement. Mais quand tu vois, là, je réalise un truc en t'écoutant, c'est que si on continue finalement de ne pas penser la ville ensemble, au-delà d'être isolés les uns des autres, c'est une forme d'attrition aussi de la politique elle-même. Quel intérêt tu as à aller voter pour un maire et un conseil municipal qui va défendre tel type d'idée, que ce soit sur le champ de la culture, de l'urbanisme justement, etc., si tu t'en contrefous, parce que de toute façon, tu resterais chez toi, ce serait pareil. On revient encore sur un lien étroit qu'on touche très très souvent finalement entre le numérique et la démocratie, et tu as raison, je pense qu'il s'exerce aussi ici. D'ailleurs, il nous l'a dit, les small biz, c'est deux choses, et à la fin il l'a formulé comme ça finalement, c'est 1, les yeux sur l'écran, et 2, c'est un système. Oui. Et ça renvoie effectivement à l'économie de l'attention, ça renvoie aussi au fait que les politiques pourraient avoir des mesures, des politiques publiques qui pourraient être prises pour organiser les choses différemment, quitte parfois à pactiser avec le diable, il l'a dit, il faut peut-être inciter les villes à aller travailler avec les big tech pour proposer des solutions et arriver à trouver des solutions qui soient bonnes finalement pour tout le monde à la fin. Oui, parce qu'il nous l'a dit dès le début de ce podcast, être Smombi, c'est pas une singularité, c'est pas chaque individu, c'est du collectif, et c'est là que c'est assez paradoxal, c'est que vivre en ville, c'est vivre en communauté, c'est vivre collectivement, mais on vit de plus en plus isolément les uns des autres. En revanche, on se retrouve dans une forme de communauté et de collectif que l'on pourrait qualifier de Smombies, et d'autres peut-être utilisent d'autres terminologies. On redevient une communauté tout en étant toujours seul. C'est le fameux seul ensemble qu'on ressort assez régulièrement. Et face à ça, il dit il faut reglobaliser l'information. Le smartphone nous donne une information hyper personnalisée, mais il faut trouver les moyens de la resolidariser, l'information, et de faire de l'information à l'échelle de la ville, et en plus avec de nouveaux devices. Comment il appelait ça? Des interfaces sensibles. Très interfaces sensibles, c'est très beau. Effectivement, à Nantes, on a la chance d'avoir l'école de design qui travaille beaucoup justement sur ces interfaces homme-machine sensibles. Ça fait rêver un petit peu une ville comme ça avec des interfaces sensibles. J'aime bien le terme en tout cas. Ouais, ça c'est joli. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et vous en savez maintenant un petit peu plus sur les enjeux des villes du futur et sur les Smombies. On espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis une nouvelle fois d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est bien le cas, encouragez-nous, envoyez un joli avis sur Apple Podcast, levez un pouce sur YouTube, participez, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur tous les autres réseaux sociaux. C'est ça qui nous aide et nous soutient dans cet effort du podcast. Car comme le disait Joseph Joubert, poète, j'ai de la peine à quitter la ville parce qu'il faut me séparer de mes amis. Et de la peine à quitter la campagne parce qu'alors, il faut me séparer de moi. French Tech, esprit critique pour
éthique.